Bonsoir à toutes et à toutes. Je suis Christina Ralalopoulou, je suis journaliste. Nous sommes ici pour aborder une discussion différente, une discussion qui concerne la mémoire queer et les luttes permanentes qui sont au cœur du mois de la fierté. Nous sommes ici avec deux invités particuliers qui viendront parler sur la question du genre, la question queer et aussi la question des archives et de la question de savoir combien ces archives sont importantes pour la communauté LGBT, c'est-à-dire maintenir des archives. Cela est très important, non seulement au niveau privé, mais aussi public. J'aimerais, avec tout le respect et l'amour que je vous dois, souhaiter la bienvenue à Maria Saiber, Maria Katsikadaku, pour certains qui la connaissent mieux, qui connaissent mieux son parcours au sein de la communauté LGBT, et Sam Boursier, avec des vies parallèles. Je vous demande pardon, je vois des personnes arriver, donc des vies en parallèle pour ce qui est des luttes pour une visibilité lesbienne, des luttes pour la visibilité de la communauté LGBT, non seulement au niveau international, mais aussi national. En ce qui concerne Maria Saiber, je ne sais pas ce que je pourrais dire en premier. Je dirais que c'est une personne qui est pionnière du mouvement lesbien en Grèce. Elle a été récompensée, elle a reçu plusieurs prix, et je dirais que j'ai à côté de moi une chevalière, puisqu'elle a reçu elle a été honorée donc par le ministère de la Culture, chevalier de l'ordre des arts et de la culture. Elle s'est occupée de beaucoup de choses. Elle s'est distinguée à plusieurs égards et sur plusieurs plans. Et nous avons aussi les oiseaux en toile de fond. Mais je dirais que le point le plus important pour tous ceux qui lisent ces articles, qui la suivent, c'est cette grandeur qu'elle a fait. C'est en fait ces archives photographiques qu'elle a créées, une première. Et j'aimerais donc lui souhaiter la bienvenue. Je souhaiterais aussi la bienvenue à Sam Boursier, sociologue, qui a fait de hautes études concernant la théorie queer et le genre, à une époque particulièrement difficile pour les droits, non seulement de la communauté LGBT, que pour les droits de la femme, les droits trans, donc activiste queer. Et après cette première introduction, j'aimerais donner la parole à Maria pour une première introduction. Et lui souhaiter bien sûr la bienvenue. Tout le monde m'entend? C'est bon? Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose qui ne peut pas être traduit, mais c'était vraiment très marrant, c'était très drôle. Quand j'ai reçu le chevalier de l'art et des lettres, on m'a dit de chevalier à chevalier. Après donc si vous me trouvez sympathique après cette discussion, alors vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur mariasaiber.com. Et ce que je voudrais ajouter, ce que je vous suggère, c'est d'acheter mon livre. Mon livre sera vendu ici. C'est des photographies avec des petites histoires. Vous pouvez le lire en 2 heures. Il est très facile à lire. Et ce sont des extraits de mon vécu, si vous voulez, des histoires de mon vécu avec des parties de mon archive que je considère comme étant précieuses. Voilà. Je vais aussi ajouter que Sam est mon mentor pour ce qui est du genre. Et nous allons peut-être développer plus un peu plus tard. Sam
Deux mots peut-être pour ce qui est de ton dernier livre et on passera à la discussion tout de suite après. Ah, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très spécial pour moi d'être ici. À l'invitation donc de l'Institut français dans les locaux de l'École française d'Athènes, mais surtout parce que c'est vrai, Maria et moi, on se connaît depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, c'est émouvant pour moi que nous puissions intervenir ici pour parler des archives. Elle vous a parlé de son livre. Son livre est un livre d'archives de la communauté lesbienne d'Erissos, entre autres, qui est aussi une communauté lesbienne internationale. Je pense que c'est très important, cette dimension internationaliste de la communauté lesbienne et queer d'Erissos. Et pour dire que mes va-et-vient avec la France avec la Grèce, doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup à Maria, et qu'on lui doit tous beaucoup. Et je ne vais pas parler de mon livre parce que mon éditrice féministe n'a pas été capable de les envoyer jusqu'ici. Donc je vous montre quand même la couverture. De toute façon, il est en français. Espérons qu'il trouvera une traduction en Grèce. Et juste pour dire aussi qu'en termes d'archives, on va beaucoup en parler, je crois, peut-être plutôt que de genre, enfin c'est comme vous voulez. Mais on a un projet qui s'appelle Lesbos Forever, qui est un projet d'archives orales déjà assez avancé entre la communauté lesbienne et queer d'Erissos et les lesbiennes notamment qui vivent en France, pas nécessairement françaises, pas de mon nationalisme, qui fréquentent donc Erissos depuis des années. La boucle est bouclée puisque c'est là que j'ai rencontré Maria en 1997 à Erissos. Ça c'est T'as pas le truc? Il faut un casque. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Βάλω τα ακουστικά για να καταλαβαίνω και τι. C'est dommage. Je recommence. I tell you later. Yeah. But it was nice. Huh? I think so. I tell her later. Λοιπόν, δεν βλέπω πολύ θερμό κοινό, Λοιπόν, δεν είναι... Μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος σε αυτό. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε κατευθείαν στη συζήτηση. Entrons dans le vif du sujet. Hors micro. Oui, c'est vrai que j'ai une grosse voix, une voix qui porte. Bon, je vais en dire d'autres choses, mais il faut faut répondre, sinon je vais rien vous dire. Alors, je voulais peut-être commencer un petit peu autrement, parce que ces derniers temps, on constate des pas en arrière, un recul. On constate un tournant vers des directions alt-right. On voit là, on parlait du genre et tout soudain, on arrête les discussions et le drapeau LGBT, c'est une situation un peu étrange ces derniers temps et je voulais savoir votre expérience concernant la découverte du genre il y a 30 ans. Comment tu as vécu cela et comment cela est devenu une identité politique par la suite? Donc, je vais répondre. Si je parle par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, je dirais que la première chose que j'ai comprise quand j'avais 14-15 ans, c'est que je suis lesbienne parce que j'étais pas du tout attirée par les garçons. Et après, quand je suis entrée dans cette communauté lesbienne, j'ai compris que je n'avais ma place nulle part. J'avais le sentiment je me disais qu'en fait cette identité n'était pas suffisante pour moi.
j'avais pas ma place, si vous voulez, mais ça, j'avais l'habitude parce que on pouvait pas me mettre dans une catégorie, si vous voulez. Et mon identité, l'identité lesbienne ne me suffisait pas. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Marie-Hélène, à l'époque. Et je peux vous dire que elle m'a ouvert les yeux, son cœur, des ailes, m'a donné des ailes, et c'était une expérience incroyable. Quand est-ce que nous nous sommes rencontrés pour la première fois? In 97 in RSS. Ναι. They know everything. Και εκεί πέρα που ήμουνα 27 χρονών, γιατί είμαι γεννημένη. J'avais donc 27 ans, je suis née en 70, j'avais 27 ans à l'époque, et en fait, tout un monde magnifique s'est ouvert devant moi, et j'ai pu clarifier deux notions. L'identité de genre, c'est une chose, et l'orientation sexuelle, c'est une autre chose, parce qu'ici, de manière générale, pendant de nombreuses années, il y avait un écheveau, si vous voulez, où il y avait les homos qui allaient avec les femmes, où ils disaient, par exemple, que les femmes trans, on les appelait des gays. Et c'était, en fait, tout était embrouillé. Et je vous parle de 1997, de cette époque-là. Et en fait, tout ça, cet écheveau a été démêlé par Marie-Hélène à l'époque. Voilà, c'est quoi l'autre question? Et comment est-ce que ça devient politique? En fait, l'activisme débute petit à petit. Non, ça débute pas petit à petit. Moi, j'ai commencé parce que je cherchais des lesbiennes. J'en avais marre parce que à l'école, on jouait un jeu avec la bouteille et je voulais que la bouteille aille vers une femme pour que je puisse l'embrasser. Et puis après, il y avait un homme qui prenait la bouteille et puis moi, voilà, c'était compliqué pour moi, si vous voulez. Et tout ce que j'ai fait, en fait, et jusqu'à aujourd'hui, et je parle du diabète aussi, parce que si vous allez sur mon site web, vous verrez tout ça. J'ai tout fait par besoin personnel, si vous voulez. Et après, tout cela, ça a été appelé activisme. C'était de l'activisme, mais moi, quand je le faisais, je n'en avais pas conscience. Parce que quand j'étais petite, en raison de la profession de mes parents, j'allais à l'étranger et à mes 18 ans, mes 19 ans, je suis allée à Berlin. Imaginez Berlin en 98. Ça chauffait. Et je voyais Film Festival pour les gays, les lesbiennes, et je me disais, moi aussi, je veux aller là-bas. Et je revenais. Et je n'attendais pas à ce que les choses soient plus mûres pour voir mais je me disais, je vais le faire. Et tout ce que j'ai fait, si vous voulez, c'était parce que mon impulsion, c'était mon besoin personnel. Et après, j'ai compris que ça concernait beaucoup d'autres personnes. Et c'est comme ça, à un moment donné, j'ai pu admettre que, en fait, ce que je fais, c'est de l'activisme. Mais, en fait, ça a commencé par un besoin qui était très personnel. Moi, si vous voulez, je ne pouvais pas. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. J'allais à la boîte lesbienne avec un Walkman. Parce qu'il y avait cette chanson grecque très connue que je pouvais entendre qui parle d'oiseaux, qui sautent d'un oiseau à un autre oiseau. Et je voulais faire une fête avec des lesbiennes et je voulais de la musique qui ne soit pas grecque, de la musique étrangère. Et c'est comme ça que j'ai commencé les Cybertex Party. Cyberdykes Party, pardon. Alors, j'aimerais parler de l'identité et de la visibilité aussi lesbienne. C'est un énorme problème. J'ai une maxime et si t'es pas visible, tu ne peux revendiquer aucun droit. Ça, c'est ma maxime, c'est ma devise. Donc, la première chose, c'est la visibilité. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire tout début avec moi-même, c'est d'être visible, qu'on puisse me voir au sein de la société. C'est-à-dire, je vis parmi vous. Oh, je suis là. Et en fait, après, on constate qu'il y a d'autres personnes qui vivent parmi nous, qui sont comme moi.
Et pour ce qui est du genre maintenant, ok, c'est une quête très remarquable. J'aime comment elle évolue. Moi, j'aime le fait de découvrir des choses. Je sautais de joie quand j'ai découvert que j'étais lesbienne. J'ai sauté de joie quand j'ai découvert et que j'ai dit, ah, bah ça, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être un petit garçon. C'est ça la raison. Et après, en fait, si vous voulez, je suis revenue au fait que j'étais gender fluid. Après, je suis revenue lesbienne parce que c'était politiquement, c'était mieux. Alors que c'est LGBTQ. Je voulais soumettre un film à un festival gay et il n'y avait pas l'étiquette lesbienne. Et en fait, je veux dire par là que aujourd'hui, tu te bats toujours au sein de la société pour une visibilité lesbienne. La plupart des lesbiennes sont devenues des garçons trans et le mot lesbienne n'est pas utilisé en fait, si vous voulez. C'est vraiment dingue. On parle et quelqu'un dit queer, mais quoi, pas queer, mais puisque t'es lesbienne. Et c'est la raison pour laquelle, en 2003, j'ai sorti ce livre, cet album photographique qui s'appelle Une vie de lesbienne. Et si cela ne suffisait pas, ok, je vais m'arrêter, je te promets. Et si cela ne suffisait pas, sur la page de garde, on a une bombasse, hein, si vous voulez, qui a un vibromasseur. Et donc, voilà, si vous voulez, vous l'achetez ou pas. Et on parle de visibilité lesbienne. Sam, voilà, je ferme ma bouche. Sam, je voulais te poser la question suivante. Tu t'es occupé depuis 25-30 ans. Tu t'occupes de la création et de la recherche d'archives. Dans quelle mesure cela est-il important pour la communauté LGBT, pour la France? En Grèce, on a Maria qui a fait le coup d'essai. En France, tu vas présenter ton œuvre, ton parcours, dans le cadre d'une initiative publique en 2026 à Paris. Donc, c'est toi qui l'inaugure, donc cette initiative. Qu'est-ce qui t'a conduit à cette décision, à savoir que cette archive compose l'histoire de la communauté LGBT et cette archive doit exister? Merci beaucoup pour la question. Alors, en fait, c'est pas moi, enfin, c'est un collectif qui s'est constitué en 2017 pour que, enfin, à Paris, qui est quand même une grande capitale, on ait un centre d'archives LGBTQI+, comme il en existe depuis 30-40 ans, ça dépend, à Bologne, à Berlin, à Amsterdam aussi, et bien sûr aux États-Unis, dans les pays anglo, Canada, etc. Dans une ville dirigée par les socialistes qui disent depuis 20 ans, parce que moi on m'avait déjà demandé il y a 20 ans de participer à ce projet de centre, et comme les gays disaient on va commencer par l'homosexualité masculine, ils ne voulaient pas lesbiennes, ils ne voulaient pas les trans, ils ne voulaient pas les TDS, et il y a beaucoup de TDS à Paris, on a dit non. Et donc j'ai remis le couvert, mais vraiment c'est une entreprise collective. Je crois que moi l'archive en soi, je ne suis pas un fétichiste de l'archive, ça m'intéresse pas en tant que tel. Je suis beaucoup plus intéressée par la production d'archives, le fait qu'on ait tous des foyers d'archives, qu'on peut produire des archives, notamment des archives orales, que l'archive est performative comme le genre d'ailleurs. Et les gens qui font l'archive de manière plus traditionnelle dans les archives nationales, ils le savent aussi. Ils choisissent, il y a des corpus d'archives. Donc, vraiment, là, ce qu'on construit avec beaucoup de peine, parce que, curieusement, nos meilleurs ennemis qui disaient qu'ils faisaient le centre étaient les socialistes et les Verts, et parmi eux, beaucoup de lesbiennes et de gays. Ça a été un peu la surprise de devoir lutter pour cet espace. Je vous passe la cuisine parisienne. Enfin, c'est quand même intéressant de voir qu'une ville comme Paris n'arrive pas à accoucher d'un centre d'archives. On va enfin ouvrir en 2026 donc un centre d'archives LGBTQI+. C'est quoi? C'est un centre autonome et communautaire. Ça veut dire que c'est les personnes concernées
qui font les archives, qui les collectent, mais pas simplement, qui les traitent aussi, parce que vous toutes, si demain vous avez, imaginez les photos de Maria, on fait un atelier de photos avec les photos de Maria, qui va savoir identifier les personnes sur les photos de Maria ou d'Erissos? Les lesbiennes, les queers, les gens de la communauté, bien sûr. C'est nous qui avons la compétence culturelle. Si vous mettez ces archives aux archives nationales, qui sont un peu toutes faites sur le même modèle, on va dire en Euro-Amérique, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, ils ne savent pas faire, voire ça les dégoûte quand même pas mal. Et ils ne sauront pas indexer le GOD dont tu parlais sur la couverture de ton livre. Donc, ce qui est très important dans ces centres d'archives, c'est la dimension communautaire. Et nous, ce qu'on a développé, parce qu'il y a une vision un peu, si vous voulez, antique des archives, c'est de développer une philosophie de l'archive vivante. Les archives, bon, déjà, vous en avez chez vous. Elles sont toujours un peu domestiques, les archives. Ensuite, elles passent, même dans un centre d'archives communautaire, et que personne ne les traite, ne les indexe, n'en fait quelque chose, qui est le minimum, il ne va rien se passer. Si vous avez que les historiens qui viennent voir, ou les universitaires qui viennent voir les archives, vous allez avoir des doctorats, vous allez avoir des masters, tout ça est très bien, mais l'intérêt, c'est que toutes les personnes puissent venir fréquenter physiquement, corporellement ces archives. Donc c'est là où on intervient, nous, en ayant tout un aspect d'expérimentation, de création, de produire des ateliers. Il y a eu des ateliers dans les années 90 qui nous ont formés, Maria et moi, où c'était vraiment, désolé, plus drôle que maintenant, très genderfucking. Tu disais que c'était chaud, c'était vraiment, oui, très très chaud. La prolifération des genres, le BDSM, la découverte des identités butch, et déjà les personnes trans qui étaient très présentes. Bon. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment que on n'attende pas de dire « Ouh là là, quelqu'un va mourir » ou « quelqu'un est important, il faut courir, aller faire ses archives ». Non, on peut, dès maintenant, se retrouver ensemble dans des centres communautaires d'archives, ouvrir les boîtes ensemble, les traiter, faire de l'archive orale. Nous, quand on a commencé, on a fait de l'archive orale. Vous pouvez tous en faire. Aller interviewer les personnes qui sont pertinentes, importantes pour vous. Et après, on peut en faire des podcasts. Nous, on a 100 heures d'archives orales que les gens ont dans les oreilles avec des podcasts maintenant. Et vous pouvez surtout resynchroniser les corps et les archives. Les archives, c'est fait pour les vivants. C'est pas qu'on respecte pas les morts. Mais c'est que si vous voulez fréquenter les anciens, fréquenter les expériences, c'était quoi être lesbienne dans les années 20 ? Pourquoi on disait transsexuel? Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous dites transsexuel, vous prenez des claques. Parce que c'est une entrée par les identités. Si vous allez dans un centre d'archives comme nous, on essaye de le développer, le carcan un peu identitaire et de la machine alphabétique, là, la machine à claques va se desserrer. Et oui, vous allez voir que, oui, en France, dans les années 90, les premières associations de trans utilisent le terme de transsexuel. Donc nous, on collecte des expériences, on essaye de resynchroniser les corps des archives de personnes et qu'on fasse des choses avec de notre vivant. C'est ça qu'on fait. Je crois qu'il y a déjà pas mal à manger là. En fait, c'est la force, la puissance de l'histoire orale. C'est comme si on collectait des expériences, des murmures, des choses qu'on ne partageait pas parce qu'il y avait la honte, parce qu'il y avait aussi les persécutions, l'ombre, si vous voulez, des lois qui condamnaient l'homosexualité. Et en fait, on récolte toutes ces données pour pouvoir apprendre de l'histoire de ceux qui ne parlaient pas. Donc, si un étudiant en doctorat vient te voir et qui te dit « je veux m'occuper de ça », tu vas le guider vers quoi? Si vous voulez, en Grèce, il y a les lieux où on peut trouver des histoires queer ou LGBT, c'est assez... c'est des coins précis, Freaking Zone, Planète Multicolore, etc. Maria n'est pas d'accord. Pourquoi, Maria? Peut-être Sam, d'abord. Donc, en fait, vous avez un étudiant qui arrive et qui te dit qu'il veut chercher et trouver du matériel. Tu l'envoies où? Là, il peut venir chez nous, mais je voudrais insister là-dessus. Je sais que c'est un peu contre-intuitif. Moi, je suis prof, à la fac, j'ai des doctorants, mais je ne pense pas que l'histoire
C'est vraiment une des pratiques possibles, un des usages possibles à partir des archives. On pense que les archives sont la propriété des historiens et des historiennes. C'est le modèle du 19e siècle, parce que les archives nationales, la constitution de la science archivistique s'est faite pour servir l'historien au service de la constitution du récit national. Et donc, on pense que les historiens, et eux-mêmes pensent que les archives sont un peu leur territoire, qu'il n'y a qu'eux qui savent bien s'en servir, etc. Moi, je pense que vraiment, et d'ailleurs, il y a tout un mouvement de libération des archives depuis les années 70, avec les féministes, on revoit tout, justement, tout ce dont on a parlé, les LGBTQI, les personnes racisées, etc. Et même la profession d'archiviste. Alors, pas beaucoup en France, parce qu'en France, on est toujours en retard au moins d'un demi-siècle, hein, contrairement à la réputation de ce grand pays intellectuel, j'en passais des meilleurs. Mais le centre de gravité maintenant d'un archiviste, c'est pas la nation. C'est les communautés, c'est les minorités. Et donc, à partir de ce moment-là, ça change tout. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre l'histoire, mais l'historicité, on peut la pratiquer autrement. Et moi, les étudiants, c'est simple d'accueillir des étudiants. Parce que eux, ils vont avoir un corpus, ils vont avoir un agenda de recherche, ils vont avoir un territoire. Et quelquefois, d'ailleurs, ils sont un peu extractivistes. Enfin, franchement, je pense qu'on devrait revoir beaucoup la manière dont on écrit l'histoire. Les thèses devraient se faire de manière beaucoup plus collective. Parce que si vous êtes un étudiant, vous territorialisez, vous arrivez, vous voulez le truc que n'a pas fait le voisin et que doit pas voir le voisin avant que vous souteniez votre thèse. Que de temps perdu. Pour moi, les archives sont un bien commun. On doit le pratiquer en commun. Toute logique propriétaire par rapport aux archives est du temps perdu. Surtout en ce moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les autres personnes. C'est vraiment l'accessibilité maximale, la dimension hyper démocratique des archives, c'est-à-dire tout ce que vous, là, vous pouvez faire quand vous venez dans un centre d'archives. Donc, un master, c'est bien, c'est facile. Tu dis à l'étudiant, bon, bah là, il y a ça, là, il y a rien, là, voilà. On va peut-être lui demander de faire des heures de bénévolat pour le centre d'archives. Peut-être. Parce que c'est un centre communautaire et que nous, si on se casse la tête à faire du travail gratuit pour amener toutes les archives dans un espace commun, il faudrait peut-être que, voilà, tout le monde en profite. Sinon, on ferait pas ce taf, en fait. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Quelqu'un peut venir au centre d'archives, étudiant ou pas, étudiant et activiste et encore autre chose. C'est peut-être historien. Mais ce qui est important, c'est, moi, il y a un travail d'historien, pour en donner un exemple concret que j'aime beaucoup, d'un historien états-unien, Joe Plaster, qui a travaillé sur la communauté des jeunes TDS dans le Tenderloin de San Francisco. Donc c'est, en gros, il n'y a plus maintenant trop de quartiers rouges, mais enfin là où travaillent les jeunes, on va dire, tapins de San Francisco. Il a une méthodologie exemplaire. Il a fait avec eux des recherches sur toutes les performances politiques, activistes qu'on fait il y a longtemps, du temps de Wenger dans les années 70, les TDS de l'époque. Il a déposé tous ces entretiens au centre d'archives de San Francisco. Donc les entretiens sont praticables. Il a une manière de travailler, si vous voulez, le problème, encore une fois, des sciences humaines et sociales, de l'anthropologie, de l'histoire, etc., c'est que bon, les historiens, eux, ils sont plutôt malades avec la chronologie. Ils se concurrencent sur les chronologies et les sources. Moi, je suis pas une source. Je veux dire, si on vient me voir, un historien qui me considère comme une source, je lui dis non. Je ne suis pas non plus le terrain militaire ou agricole d'un anthropologue ou d'un sociologue. Non, on fait archives ensemble. Je pense vraiment que le paradigme de l'archive, en plus on vit dans une époque où nous on produit de l'archive en permanence, on s'auto-archive, les GAFAM nous archivent, etc. Il y a d'ailleurs un texte récent de Foucault, pas récent de Foucault, un texte vieux de Foucault mais qui vient de paraître l'année dernière, un cours au Collège de France. En fait, on est dans un modèle d'archive totale. Tous, on pense que si on perd notre portable, on perd une partie de nous-mêmes, on perd nos archives, etc. Donc je crois vraiment qu'il faut tout repenser par rapport à ça, être dans l'archive qui est devenue une espèce d'hyper-objet, on est imbibé de ça, etc. Et que ça doit servir de changement de paradigme aussi pour les chercheurs. Chercher, c'est pas que les chercheurs universitaires. Un bébé queer, un bébé trans, un bébé lesbienne qui vient aux archives,
Il doit pouvoir construire une subjectivité intéressante et il n'y a pas besoin d'être historien pour ça. Donc vraiment, je m'excuse d'être un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on pense en général de la relation obligatoire entre archives et histoire, mais on a tout intérêt à la changer. Je pense que ce qu'on réussit avec le centre d'archives, c'est que les gens se disent, oh, l'archive, c'était pas pour moi, c'est pour les historiens. Il faut que j'ai une lettre de directeur pour entrer aux archives nationales. Et puis si en plus j'arrive et que je suis un look un peu trop ceci, cela, si je suis trans, je vais jamais aller aux archives nationales. Les archives du SIDA de AID, une des grandes associations de lutte contre le SIDA, qui ont été déposées aux archives nationales à Paris, combien de personnes pensez-vous qui vont les visiter par an? 2. Dans un centre d'archives communautaire, il y en aurait le triple, voire plus, voire les gens feraient des travaux ensemble. Donc vraiment, là, je pense que nous, ce qu'on défend, c'est une culture de l'archive différente, vivante. Et pourquoi on arrive à la propager? C'est parce que le désir d'archive est très grand. En particulier chez les jeunes, whatever it means. Donc vraiment, là, il y a une petite révolution de l'archive à faire et qui fait que oui, on est tous concernés par l'archive, on peut tous se faire des choses avec, des films, des performances, des reenactments. Il y a énormément de pratiques et d'usages inventés. La recherche, c'est pas la recherche universitaire, c'est la recherche du temps perdu de Proust, c'est la recherche de soi, c'est la recherche de sa subjectivité pour pas être seul, c'est la recherche d'une culture commune, c'est pas la recherche, le devoir de mémoire, non, c'est de faire ensemble l'archive, parce qu'il y a un pouvoir de l'archive, une puissance de l'archive que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert et que tout le monde peut ressentir. J'aimerais poser la question suivante. L'État, est-ce qu'il soutient cet effort? Hors micro. Hors micro. Oui. Alors, là encore, je vais partir de mon vécu. Quand on m'a dit qu'ils avaient détecté un cancer chez moi, donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est oh là là, et tout ce matériel, on va en faire quoi? Et j'ai invité 2 amis parce que j'avais beaucoup de temps. Et c'est le côté positif du cancer, si vous voulez. Et on a ouvert des cartons. Et soudain, surgit de ce carton une archive dont je ne connaissais même pas l'existence. Je conservais beaucoup de choses. Beaucoup de photos, des diapos, tout. Et je me suis dit, ça, faut pas que ce soit gâché, si vous voulez. Si vous voulez, quand j'ai déménagé chez ma mère, parce que j'étais handicapée, j'ai pas pris mes canapés, j'ai pas pris ma cuisine, j'ai pris les cartons avec les archives, c'est tout. J'ai trouvé un véritable trésor, hein, vraiment, qui décrivait toute une époque, en fait, qui était une époque. On a aussi que ça va de la pornographie lesbienne, et on n'a pas beaucoup d'échantillons au niveau mondial de pornographie lesbienne. Et en fait, la période où j'étais malade, où j'avais mon cancer, j'ai eu une action très constructive. J'ai fait le tri, si vous voulez, dans ces archives, et je me suis dit que tout cela, c'est utile. Il faudrait que ça passe de génération en génération et que ce ne soit pas oublié. Et j'ai commencé alors à poster sur Internet certaines choses parce que c'était le besoin que j'avais à l'époque, et d'autres personnes ont posté également, des personnes qui étaient soit en phase terminale, soit des personnes qui étaient assez âgées, qui se disaient que faire de toutes ces archives. Et alors une discussion a été engagée et on s'est dit qu'il n'y avait pas d'archives LGBTQ. Donc, une fois qu'on a pris conscience du fait, une fois que Marie-Hélène a constaté qu'on n'avait pas d'archives, parce qu'elle a beaucoup d'expérience en la matière, il faut savoir qu'elle a
construit des archives avec son équipe et on a donc parlé. On s'est dit qu'on allait faire quoi de nos affaires. Paul Sofianos est mort et tout ce matériel, il est où en fait? Les gens qui ont créé le mouvement LGBTQ en Grèce, ces gens-là ont un certain âge et ils réfléchissent. Et il y a aussi des personnes, je vous dis, qui sont en phase terminale d'une maladie quelle qu'elle soit et ils se demandent que va-t-on faire de toutes ces choses-là. Pour moi, l'archive, c'est des mémoires. C'est des mémoires qui retracent toute une histoire. Et une histoire qui passe de génération en génération. Et je estime, et surtout là où on m'a expliqué comment Marie-Hélène travaillait, et là, j'ai dit, moi aussi, je veux le faire. Moi, mon archive, je l'ai envoyée à Amsterdam, où il y a la plus grande archive LGBTQ en Europe. Et aussi, je l'ai envoyée au centre de Marie-Hélène. Ces archives-là sont très, très importantes. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, l'archive, ça peut être une photo que vous avez prise dans un club en 1985. Ça, c'est une archive aussi. Tout constitue une archive. Et c'est la raison pour laquelle il faut enregistrer, il faut prendre acte de tout ça. Moi, je prenais des lesbiennes en photo, ou par exemple, j'allais à des gay pride et je prenais des photos de ces défilés. C'était même avant 91. Et si vous voulez, ces photos-là, j'y pensais pas vraiment, mais quand j'ai ouvert les cartons, je me suis dit, oh là là, c'est un vrai trésor qu'on a devant nous. Voilà, ça c'est... Vous pouvez, dans mon livre, voir un échantillon assez important. Je vais redire la question qui s'adresse à vous deux, et c'est une question qui concerne l'État et le soutien de l'État. Est-ce qu'il y a une initiative privée qui est prise en France? Oui, il y a une initiative qui a été prise. En Grèce, on a quelque chose. Et en Grèce, on n'a même pas des initiatives pour ceux qui souffrent du cancer. Donc, je ne veux pas dire le nom, je ne veux pas m'exprimer, mais ces maisons avec la petite lumière rouge, ces bordels, en fait, ce mot que ne dit pas l'intervenante, c'est l'État, c'est ça, en fait. C'est comme ces petites maisons avec les petites lumières rouges. Donc, on n'a aucun soutien de l'État. La Fondation Onassis, si on fait pression, il est assez favorable en notre faveur. Mais faire une archive LGBTQ, si on veut avoir un financement, ça doit être de la part d'une fondation. Il faut qu'on aille mendier auprès des fondations. L'État, je rigole. L'État, c'est hilarant. C'est franchement délirant de parler de l'État en Grèce. C'est vraiment, c'est dingue. Une dernière question et on va passer aux questions du public. Je vais bien dire quelque chose sur la relation à l'État. Tous les centres d'archives communautaires LGBTQI+, mais c'est valable aussi pour d'autres centres d'archives minoritaires, se construisent logiquement contre l'État au départ, contre les archives institutionnelles. Nous, au début, on avait le plan de la mairie de Paris, c'était que toutes les archives des LGBTQI+, partent dans les archives institutionnelles, et les rapports étaient tendus au début avec les archives nationales, puisqu'ils nous disaient, mais nous, on a tout sur vous. Ah bah oui, vous avez la police, vous avez la psychiatrie, merci beaucoup. Et forcément, la violence archivale, elle s'est exercée par l'État ou par les archives de la sexologie du 19e. Quand vous voyez un petit peu toutes les photos qui étaient prises des dégénérés, des invertis, l'équivalent des LGBTQI+, etc., toute cette archive-là, effectivement, bon, elle fait partie de notre histoire, mais c'est l'histoire de la violence. Après, là, nos relations sont très bonnes, on va dire, avec l'État. Bon, c'est l'État français, c'est différent, qui pour l'instant nous finance, mais l'État doit financer. Il doit financer des centres d'archives, mais qui restent autonomes et communautaires, c'est-à-dire qui font ce qu'ils ont à faire.
Et j'irai même plus loin. Vu les difficultés, les contextes dans lesquels on est, enfin les contextes fascistes dans lesquels on est déjà, que les États soient déjà fascistes ou pas. Pour nous, ce sera 2027, hein, en France. Les droits culturels, personne n'en parle, mais les droits culturels, la déclaration de Fribourg, etc., il faut produire de nouveaux droits quand on a des régimes autoritaires. Là, moi, j'étais en Argentine, je suis allée voir quels étaient les centres d'archives qui tenaient. C'est les centres d'archives, par exemple, qui ont un building à eux, qui ont pu acheter quelque chose. Donc on est loin du compte. Non seulement il faut les financements de l'État, mais il faut que les centres d'archives à terme soient propriétaires. Sinon, ils se font détruire. Milei, la première chose qu'il a fait en février, c'est de virer les archivistes des archives nationales. Dans un pays où l'archive sert à la réparation, sert à la justice, mais elle peut le faire aussi pour les LGBTQI+. Nous, on vient d'avoir une loi réparation en France pour les LGBTQI+, qui est nulle, qui répare personne, qui trouve pas les gens, les lesbiennes, les trans, les TDS, les homosexuels, qui ont été discriminés dans leur travail, qui ont été criminalisés, etc. Les lois de réparation, vous pouvez calculer les dommages à partir des archives. Donc c'est très important, à la fois qu'on se construise contre l'État et que ensuite l'État fasse ce qu'il a à faire et que nous, on arrive à avoir un agenda de droits culturels dans lesquels les politiques mémorielles publiques font partie de l'agenda. Parce que mettre des plaques dans une rue, je ne sais pas s'il y en a à Athènes, mais en France, on met beaucoup de plaques dans toutes les rues, c'est pas ça qu'il faut. C'est donner l'argent pour que les gens exercent leurs droits culturels, d'accéder à leur culture et donc d'avoir les moyens de le faire de manière autonome et communautaire. Ce que vous dites est très important parce que quand on parle d'archives de l'État, on parle de la narration officielle du gouvernement quel qu'il soit ou de l'État quel qu'il soit qui en fait avale l'expérience personnelle, communautaire, ce qui en fait se passe réellement dans la communauté LGBTQI. Donc j'aimerais maintenant poser une autre question qui s'adresse à vous deux et on aimerait que vous nous fassiez part de votre expérience précieuse. Je le disais d'ailleurs dans un podcast il y a 1 an et demi. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'étranger, mais en Grèce, en tout cas, nous connaissons des hommes homosexuels célèbres. Et en fait, ces hommes, on peut les femmes qui ont fait leur coming out, on les compte sur les doigts de notre main. Et quand on discute et quand on se demande pourquoi il n'y a pas de lesbiennes célèbres en Grèce, alors la réponse est précise. On sait que c'est un risque énorme. J'aimerais que vous nous fassiez part de l'expérience française, de votre réponse aussi pour ce qui concerne la Grèce, Maria. C'est un coming out, c'est une révélation qui est très dangereuse. Cette révélation peut mettre en péril cette femme qui fait son coming out. Ça peut lui créer des problèmes au niveau de son travail, au niveau de son cercle social. Et j'aimerais donc votre point de vue concernant la France et concernant la Grèce et après poser aux questions, laisser la place aux questions du public. Donc, les choses changent. Je l'espère. Nous, la plupart d'entre nous connaissons des lesbiennes qui, en fait, sont lesbiennes, mais qui ne le disent pas. Mais plus le temps passe, et je suis très sincère quand je dis ça, on se retrouve dans les films, les expositions, près de spectacles, et nous avons acquis une certaine visibilité, mais en tout cas, dans les grandes villes, les femmes n'ont pas peur de dire qu'elles sont lesbiennes. Dans la campagne, c'est un peu différent. Oui, ça c'est vrai, c'est complètement différent dans la campagne. Si, par exemple, j'avais grandi dans un village, je ne sais pas comment les choses auraient évolué, c'est vrai. Mais je ne veux pas dire de non. En tout cas, les choses sortent au grand jour. Nous avons ouvert la voie, les choses sortent au grand jour, tout est fluide, la politique est fluide aussi, donc voilà quoi. Ok.
elles se cachent derrière le terme queer. Et en fait, les gens ne le disent pas haut et fort. Même dans les séries télévisées, il y a une visibilité. Les choses sont mieux que ce qu'elles étaient dans les années 80 et 90 et je pense qu'avec les anciens, on peut rien faire, elles ont peur. Mais les plus jeunes, elles sont plus courageuses. Les hommes, c'est vrai, ils sont plus visibles. Et il y a des lesbiennes qui suivent le pas et avec le temps, elles vont de plus en plus faire leur coming out et elles vont devenir plus nombreuses. Je ne pense pas que c'est les problèmes essentiels. Tout ça, ça va prendre son chemin et ça va être résolu si vous voulez, mais jusqu'à ce qu'il y ait cette visibilité au sein de la communauté même, il y a, avec les questions de gender, c'est vraiment le fouillis. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est un gros sujet, c'est une grosse discussion. Et en fait, je disais que dire ton orientation sexuelle, c'est pas un problème auprès de tes copains. Par exemple, ma nièce, elle est lesbienne et puis après, elle a décidé qu'elle était autre chose. Mon frère, il est en plein délire, c'est difficile et on voit une petite fille, elle a 7 ans et elle a aucun problème, que ce soit à l'école ou pas. Et je ne parle pas seulement de ma nièce, il y a d'autres enfants aussi ou des parents par exemple qui ont 40, 50 ans et qui ont des garçons trans, des filles trans par exemple et tout ça, ça ira de mieux en mieux. Et tout ce qui ira de pire en pire, c'est la politique, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est le changement climatique. Tout ça, ça ira de pire en pire. Du moins, moi, à mon âge, c'est comme ça que je vois les choses. Sam. Alors, moi, je pense pas tout à fait les choses de cette manière-là. C'est vrai qu'en France, les lesbiennes sont, on pourrait dire, visibles. Je sais pas si elles sont plus visibles qu'en Grèce, mais en tout cas, elles s'organisent beaucoup pour être plus visibles, etc. Je suis pas sûre que cette idée de visibilité signifie la même chose que dans les années 80 ou les années 90 ou même les années 2000. Et je pense que c'est maintenant quelque chose qui veut dire autre chose à partir du moment où c'est aussi repris par, vous voyez bien, les mairies, les municipalités, les entreprises, etc., qui vont finalement faire leur beurre de la visibilité, être friendly, avoir un marqueur civilisationnel en disant nous on est pro-LGBT, en général c'est parce qu'ils sont hyper racistes et que du coup ils sauvent les LGBT alors en France ce sera plutôt les Arabes sexistes, homophobes, etc., etc. Franchement, le paradigme de la visibilité, il a fait son temps. Je pense qu'il faudrait réfléchir à d'autres manières de voir les choses, à être plutôt sur la présence. Par ailleurs, on est maintenant dans une société hyper individualisée, avec des subjectivités numériques extrêmement individualisées, où on va faire son coming out sur les réseaux sociaux, etc., où il y a une grosse dépolitisation, il y a beaucoup de selfishness, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc là, vraiment, deuxième raison de critiquer la question de la visibilité. Troisième raison, et après j'arrête, c'est que la visibilité n'est pas pour tout le monde. On a mis du temps à le comprendre, nous les Blancs privilégiés, c'est que la visibilité n'est pas souhaitable, ni la priorité des personnes racisées. Donc je crois qu'à un moment, c'est pas pour sortir le gros mot d'intersectionnalité qui veut plus rien dire, c'est que vraiment je pense que être visible, so what? Il faut être présent. Il faut pouvoir être quelque part et que ce soit pas réservé à la fraction aisée, blanche de la communauté. Ikea, Leroy Merlin, ils vont à un moment donné faire une pub ou engager une bouche avec des tatouages. C'est tout juste, elle ne peut pas aller vendre la quincaillerie avec de la quincaillerie sur elle. D'accord, elle est contente, évidemment, d'être visible dans les rayonnages de Leroy Merlin, mais elle est reconnue par qui? Par une entreprise?
et combien vont être connus, combien vont avoir accès à ce boulot-là. Donc attention au management de la diversité et de la visibilité néolibérale. Si je me trompe pas, demain, c'est Athens Pride. Allez-y. Allez voir le monde qui aura, le peuple. Moi, je me souviens, quand ça a commencé il y a 20 ans, c'était 500 personnes qui étaient masquées. Et puis, ils viraient les photographes, les journalistes. Et ici, on voit la différence. C'est inondé de monde, on entend ça partout. On est dans la pub. D'accord, pas beaucoup, un petit peu. Mais la question, elle n'est pas là, à l'heure actuelle. Dix années en arrière. Je crois que on peut passer maintenant aux questions du public. Je ne veux pas exprimer d'opinion par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans et à aujourd'hui. Je ne veux pas exprimer d'opinion personnelle. Avons-nous des questions? Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des archives, vous avez dit que c'était très important, mais que faisons-nous du straight washing de cette archive? On connaît tous Anne Frank, mais combien de nous savent que Anne Frank, on a pu entendre des chansons de Springfield, mais combien de nous savons qu'elle avait des relations avec des femmes, ou Billie Holiday ou Anne Glister qui avait une archive énorme, mais c'était codifié, c'était chiffré, elle avait peur, elle l'avait laissé de côté. Harry Scott a influencé son domaine et notre vie aussi, et comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils décrivent les lesbiennes et oui, d'accord, on doit faire des archives, on doit construire des archives, mais qu'est-ce qu'on fait pour le straight washing, pour ce que l'on cache, ce dont on ne parle pas, par exemple? Le blanchiment, en fait, le washing. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela, en fait? On le met au placard? J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par pink, straight, white, enfin tout le washing. Comment vous articulez washing et vous voulez dire par exemple que les archives d'Anne Lister, comme elles sont cryptées, en fait, il y a un washing qui est passé sur elles, c'est ça que vous voulez dire? J'ai pas. Le fait que nous ne... la question n'a pas été posée. Je crois que j'ai compris la question. Donc, vous répondez. Donc, c'est la raison pour laquelle nous essayons de faire nos propres archives pour pas altérer l'histoire, pour pas la cacher, pour la révéler, faire la lumière sur l'histoire. C'est la raison pour laquelle on a besoin des archives LGBTQI, pour pas les cacher, pour les décoder et dire voilà ce que disait Annie Lister, et dire voilà c'était elles les lesbiennes de l'époque. C'est le travail qu'on essaye de faire. Avez-vous une autre question? Δεν βλέπω τίποτα. Ναι, όντως. Γι' αυτό ρωτάω. Βλέπω το χέρι που σηκώνεται, δεν βλέπω τίποτα. Αν υπάρχει διευκρίνηση στην Si vous voulez qu'on revienne sur la question, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. C'est pourquoi on a aussi la pornographie avec une perspective plus féminine, plus female gaze, si c'est là que vous voulez mettre l'accent. Le straight washing, c'est le fait d'effacer ou d'altérer l'identité LGBTQ.
d'être présent aujourd'hui. J'en ai avec votre participation. Pardon. Salut. En fait, une question vite fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire qui s'appelle Dancing Boys. C'est un documentaire filmé en Afghanistan. C'est vraiment, ça m'a choqué beaucoup. Il s'agit en fait de jeunes personnes, de garçons, qui sont effectivement en fait violés par le personne le plus riche, plutôt d'Afghanistan. C'est vraiment, c'est effrayant. Ces documentaires. Et à partir de ça, moi, ce qui m'avait beaucoup, comment dire, c'est la partie en fait la plus provocatrice, c'était plutôt le fait qu'il y a une grande partie aux communautés d'Arabes, notamment en France, qui sont homosexuels. Et effectivement, il s'agit en fait d'une communauté qui est profondément opprimée. Déjà, ça fait quoi avec ce que vous avez dit, Sam, concernant le management en fait de Leroy Merlin et toutes ces multinationales en fait qui font ces racial profiling, qui font un profil clairement racisé. Et du coup, moi, je pense qu'il s'agit d'une grande communauté. Moi, déjà, j'ai beaucoup d'amis dans les communautés LGBTQ qui viennent de partis d'islam. Et là, il y a vraiment ils ont profondément terrorisé, si vous me permettez d'utiliser ces mots, d'exprimer leurs propres préférences. Je pense qu'en général, le mouvement LGBTQ doit faire un énorme travail là-dessus, parce que je pense que même la ligne directrice principale s'adresse plutôt, comme vous avez dit, aux personnes qui sont blondes, le WASP, comme on dit aux États-Unis. Déjà, il n'y a même pas dans les pubs, on ne voit pas de personnes arabes qui ont le droit, le permis en fait, d'exprimer leur propre volonté, leur propre préférence sexuelle, quoi que ce soit. Ça pourrait être, s'ils sont de femmes, s'exprimer en fait vers leur préférence vers d'autres femmes, ou également trans, etc. Et j'aimerais juste vous demander en fait si vous voyez en fait une sorte d'évolution dans l'avenir sur ces sujets. Je sais que c'est c'est un peu provoquant. Enfin, il y a l'espérer de la religion en fait qui entre en jeu. Il y a plusieurs aspects politiques, sociaux, et en général en fait c'est un tabou. C'est vraiment difficile à gérer. Mais je pense que ça doit venir de si c'est pas le mouvement LGBTQ en fait qui va prendre l'initiative, je pense que c'est à nous, en tant que communauté, de soutenir ces personnes parce qu'ils sont profondément opprimés. Voilà, ça c'est ma question. Si vous voyez en gros une évolution dans l'avenir sur ces sujets. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce commentaire et cette question. Moi, je fais quand même la différence entre les mouvements LGBTQI mainstream et qui sont enclenchés dans les droits, qui voient la politique par les droits, qui sont soutenus par des institutions supranationales, certaines ONG quasiment aux États-Unis ont des CEO, des présidents directeurs généraux qui gagnent des millions de dollars, etc. Enfin bref, on a une forme d'impérialisme gay dans les politiques LGBT. Et on a pensé, il y a un côté civilisationniste, civilisateur, impérialiste, néocolonial, si vous voulez, qui consiste à dire que l'identité gay doit être partagée partout, l'identité lesbienne doit être partagée partout, que c'est la meilleure chose du monde, que c'est la civilisation, par opposition justement à des... alors il se trouve qu'en ce moment c'est les musulmans qui prennent, mais ça n'a pas de sens. Vous allez au Brésil, c'est pas Sappho de Mytilène leur référence. Enfin, je veux dire, à un moment donné, notamment dans beaucoup de pays arabes, les pays d'Afrique qui ont des lois extrêmement homophobes en ce moment, les 3/4 des lois homophobes sont le résultat, en fait, de décrets de l'administration coloniale. Bon, on pourrait dire depuis le temps, ils auraient pu faire un effort, etc., etc. Mais il n'y a pas de raison que l'identité gay soit la seule manière de construire. Et peut-être qu'il faut inventer, il y a d'autres vocabulaires, parce qu'avant, il y avait une culture homoérotique, et il y a encore une culture homoérotique
pour parler que de ces cultures, même pas des trans, dans des cultures non euro-américaines. Donc là, on a un vrai problème de colonialité, on a un vrai problème de... Voilà, donc il faut que... Alors, les politiques queer, en général, au sens politique du terme, sont critiques de ce qu'elles appellent l'international gay, l'homonationalisme aussi, parce que n'oublions pas... Je ne sais pas si ça marche, ça. Ça marche? Marche pas le micro? Le micro ne marche pas bien, en effet. On a assisté à un mouvement homonationaliste extrêmement fort, c'est-à-dire des gays qui se sont élevés, et aussi des lesbiennes d'ailleurs. Bon, déjà qu'aux États-Unis, ils rêvaient de rentrer dans l'armée. Bon, chacun ses idéaux, mais qui se sont mis à tomber en amour avec la patrie pour la défendre, pour défendre le drapeau, plus tellement rainbow, mais le drapeau national, etc., etc. Donc on sait, il y a beaucoup d'instruments critiques pour penser ça. Alors après, le problème, c'est qu'il faut faire des réseaux de solidarité qui ne passent pas par l'international gay et avec la politique des droits, etc. Nous, en France, on a quand même un ambassadeur LGBT qui est hétéro et qui répand cette bonne nouvelle dans le monde entier. C'est insensé. Pour que la France soit, je ne sais pas, la première, alors qu'il y a beaucoup d'homophobie en France, il y a beaucoup de problèmes en France, à obtenir la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Mais il y a beaucoup de pays où il n'y a même pas d'homosexualité. Ce n'est pas ce terme-là qu'il y a à dépénaliser. Donc on est mal parti. Ça ne veut pas dire par ailleurs que les personnes dans ces pays ne sont pas criminalisées. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que le droit qui criminalise, qui discrimine. Et la politique que nous, on connaît, héritée du féminisme, etc., c'est tout autant fabriquer des subjectivités, des cultures, des subcultures, des espaces différents, que de réclamer les droits. Les droits sont réversibles. Les droits ne sont pas gentils. Les droits sont ambivalents. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les régimes illibéraux, en plus, utilisent le droit. Après, la protection du droit, c'est ce qui nous restera dans un État fasciste, parce que, bon, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. See you in court. On se dit que le filet fédéral permet de ralentir les décisions de Musk-Trump, maintenant Trump, mais enfin Musk, voilà. Regardez ce qui se passe au Brésil, regardez ce qui se passe en Argentine, etc., dans des pays néolibéraux autoritaires. Donc le droit, c'est pas la voie du salut. Et le droit produit des subjectivités victimisantes faibles. Le droit individualise la politique. Je me victimise, je me plains, etc. Forcerie sur les réseaux sociaux, on perd beaucoup la dimension collective. Et si vraiment demain on veut s'organiser face au fascisme, c'est pas la subjectivité produite par le droit libéral qui va beaucoup nous aider. Merci. Bravo. Λοιπόν, και εγώ θέλω να... J'aimerais ajouter la chose suivante. Dans les pays occidentaux, où les mouvements LGBTQI sont plus développés, regardez à quelle époque nous vivons. L'Angleterre a voté la loi pour la femme, ce qui définit une femme. La droite a voté pour le mariage des lois de qui? Des LGBT. En fait, si vous voulez, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut absolument pas contrôler. En fait, vous imaginez, on se marre là, mais en fait, on va m'arrêter, je vais montrer ma carte d'identité et ils vont pas me croire que je suis une femme, ils vont m'amener au poste avec la voix que j'ai. La situation est hors de contrôle, si vous voulez. Si on parle du Brésil, de l'Argentine, de ces pays-là, les choses sont plus en arrière par rapport à nous. C'est ce qu'on disait au début de notre propos, c'est qu'on fait toujours des pas en arrière en matière de droits, notamment des minorités. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans l'assistance.
Moi, ce qui me pose problème, c'est la partie des minorités dans les minorités, par exemple les trans. Comment est-ce que ces personnes sont envisagées par la communauté LGBT ou alors des minorités, les asexuels par exemple, des minorités moins visibles, les handicapés, les demisexuels, les handicapés, oui. Une personne handicapée, est-ce qu'elle a une sexualité? Et je me souviens, il y a 10 ans environ, où j'avais commencé à m'occuper des sous-divisions des Pride, parce qu'en Grèce, on a ça aussi, notamment en Thessalonique, on voit que la gauche, elle fait une Pride qui est différente de la Pride que fait la commune, les anarchistes, etc., ou tel groupe qui considère que cette Pride n'exprime pas ses valeurs et ce qu'elle pense. Et on constate en fait des pratiques qui sont différentes, un cadre qui est complètement différent pour tout en fait. Pour par exemple sur la question de savoir si un garçon peut participer. Par exemple, moi, il y a 2 semaines, j'ai appelé tel groupe, tel mouvement, et ils m'ont dit on veut des filles authentiques, pures filles, pas des petits garçons, on veut pas de petits garçons. Ok. Moi, ici, on parle de l'Angleterre qui a voté une loi et qui ne reconnaît pas les femmes trans en tant que femmes. Quel pays? L'Angleterre. Moi, j'aimerais dire la chose suivante. La période, elle est terrible. De partout. On est bombardé de toutes parts. Et il faut de l'unité, il faut nous unir, il faut pas la dislocation, il faut s'unir. Il y a cette dislocation au sein de la communauté LGBTQ, il faut s'unir face au fascisme qui monte de manière radicale et rapide. Enfin, je ne sais pas si je vais arriver à ta question et si je l'ai bien comprise. Mais en fait, même si tu prends la problématique, ou les personnes trans, on voit bien qu'il y a un problème. C'est pas l'orientation sexuelle qui fait foi, puisque tout ça a été complètement chamboulé. Moi, demain, en tant que personne trans non binaire, qui était par ailleurs très butch avant, si j'ai des relations en général avec des personnes plus masculines, je ne vais pas raconter que je suis lesbienne ou que je suis hétérosexuelle si j'ai des relations avec un PD, par exemple. Enfin bon, ça n'a pas de sens. Je pense que le problème de ces prides et de la logique additive de la politique des identités nous empêche de nous dire sur des problèmes transversaux. Qui sont les problèmes économiques? On n'en parle jamais. Le problème du travail, et non pas de la pub de Ikea avec la tokenisation, une transe dans la mode, etc., etc. Donc, on porte là la responsabilité, c'est les politiques des identités. Moi, j'étais très pour les politiques des identités dans les années 90, quand on s'est rencontrés d'ailleurs. J'en avais besoin dans un contexte français très universaliste, où en fait, on n'avait pas le droit d'être différent, etc., etc. Mais maintenant, à l'intérieur même d'ailleurs de la communauté, whatever it means, LGBTQI+, l'identité est devenue un truc hyper nationaliste, hyper individualiste. Donc on a évidemment la logique un peu de la concurrence, et c'est vrai tout à fait que les personnes handi ou que les personnes asexuelles ou que les etc. ne sont moins visibles. Mais ça, c'est vraiment la soupe alphabétique. C'est pas comme ça qu'on va s'unir sur un programme politique ou créer un espace de résistance par rapport aux fascistes. On sera faible si on part avec ce cadre et cet agenda-là. C'est mon avis. Pour répondre à votre prise de position, moi, je pense que ça, c'est humiliant, ce type d'exclusion. Il n'y a pas de féminisme avec ce type d'exclusion. Il n'y a pas de queer et d'inclusion avec ce type d'exclusion.
Για να κλείσουμε. Γιατί Dernière question parce qu'on a dépassé le temps. J'aimerais vous demander, Sam, selon vous, autour de quel paradigme on devrait s'unir pour, comme vous dites, faire face à la montée du fascisme ou à des régimes, des idéologies qui seraient hostiles aux cultures queer, aussi diverses soient-elles à travers le monde, si on ne s'appuie plus vraiment sur le paradigme des droits individuels? Alors, j'ai pas la solution, je serais content de l'avoir, mais je pense qu'on peut vraiment sortir du paradigme libéral des droits. On peut penser les choses autrement, ça c'est certain. D'abord, plein de gens l'ont fait avant nous. Et après, il faut aller, par exemple, les mouvements sociaux, les mouvements dans les années 70 aux États-Unis qu'on a beaucoup imité en Europe, où on était synchrone, c'était sur des problématiques, on appelait ça multi-issued, c'est-à-dire que par exemple, on essaie d'articuler déjà à l'époque la question écologique, la question du pacifisme, être contre la guerre du Vietnam, être contre le capitalisme, etc. Alors là, je ne vais pas remplacer les identités par des gros mots, donc c'est à nous de trouver les problématiques et les priorités. Et après, moi, mais c'est mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, le fait d'être avec Maria ce soir aussi, et d'avoir construit cette relation avec la Grèce, qui s'est peut-être pas traduite beaucoup politiquement, parce que je me permets de dire qu'en Grèce, c'est très difficile de travailler collectivement. Il y a des histoires, il y a des problèmes en France entre collectifs, mais moi, mon expérience ici, c'est que c'est quasiment impossible. C'est pas simplement la guerre entre les collectifs. Donc là, moi j'aimerais bien qu'on en discute à l'occasion, mais vraiment il y a quelque chose. Mais je crois beaucoup à la dimension internationaliste. Il faut qu'on soit connecté et pas uniquement, c'est pas en faisant un zoom. On se fréquente pas, on se connaît pas. Il y a des groupes en Italie, à Bologne, il y a des manières de faire des assemblées, de peser, etc. Et je comprends qu'en ce moment tout le monde va voir, je sais pas, donc le représentant des droits qui lui-même va demander à l'État. Mais l'État est méchant, même quand il n'est pas fasciste. L'État n'est pas gentil, c'est pas vrai. Tu peux pas faire une politique où tu demandes les choses à l'État. Je dis ça pour la France, parce que alors, la France, l'État, le chef, on adore ça. Donc, on a un problème, je dirais d'abord, d'organisation. Et on partira de nos besoins, et à ce moment-là, tu construis des politiques de la demande sur les urgences. Et moi, c'est pas à moi de sortir le programme. On voit bien à peu près dans quelle direction ça peut aller. Mais il va falloir inventer des tactiques, des stratégies pour se sentir fort aussi, pour résister. Et moi, je dis, et je le vois quand même, quand on est dans une culture où des gens viennent dans un collectif et commencent par dire, il faut une charte des valeurs, comme dans une entreprise. Je me sens bien. Quelqu'un, attention à ma santé mentale. Oui, c'est important, la santé mentale. Mais si t'es pas bien, c'est à cause du capitalisme. C'est pas parce que quelqu'un dans un collectif a pas été assez gentil avec toi. Et les collectifs politiques, on s'y retrouve parce que sans les collectifs, sans les autres, justement, on se sentirait moins fort. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'était pas avec les autres. Mais un collectif politique, un mouvement politique, c'est pas un club de yoga. Εγώ θέλω να πω, λοιπόν, έχω πάει. J'aimerais dire que j'ai été à 2 Prides à Tel Aviv où c'était inondé de monde. Israël. Vous avez vu la politique d'Israël, la politique qu'il exerce, Israël? Ce que je veux dire par là, c'est que la situation, c'est un drapeau rouge, un red flag. On ne vit pas dans une situation où on doit se diviser. Il faut qu'on s'unisse face à ce qui se passe. Et on est bombardé de toutes parts. On ne peut se payer le luxe d'être là, de dire moi je suis gender fluid, moi je suis trans boy, moi je suis ci, moi je suis ça, et que de se chamailler. L'heure n'est plus à la chamaillerie. L'heure est à l'unisson, est à l'unité, tous face au fascisme. Et c'est ma prise de position aujourd'hui, à mon âge, après ce que je peux voir. Et sur ces paroles, nous allons clôturer. J'aimerais remercier
Très, très vite, Sam, parce qu'on a vraiment dépassé le temps, là. Je sais, mais j'aimerais quand même dire quelque chose, parce que ça, les appels à l'unité, etc., ça se construit. Et encore une fois, n'oublions pas les microfascistes qu'il y a en nous. Parce que là, se contrôler sur Internet, vraiment, il y a beaucoup, je trouve, de LGBTQI+, qui sont dans une culture sécuritaire, la culture du cancelling, etc., etc. Je m'excuse, ça, vraiment, c'est pas ça qui sert la cause. Sam parlait du privilège. J'aimerais remercier Sam Boursier, Maria Seiber et vous tous qui avez été avec nous. Et peut-être promettre que le Pride de l'année prochaine aura plus de choses à dire et moins de choses à faire. Merci beaucoup.